Bien, donc au propre comme au figuré, ça ne se bouscule pas au portillon. Donc nous allons débuter cette table ronde sur les enjeux de la résilience et son intégration dans les conceptions immobilières hospitalières. Bien sûr, les questions concernant le changement climatique, ou en tout cas l'évolution climatique, et puis la raréfaction des ressources. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc un enjeu majeur qui est de comprendre et de pousser à l'intégration de ces objectifs et ces cibles dans le processus d'investissement, mais aussi finalement aujourd'hui avec l'existant, de maintenance et de fonctionnement de nos structures. Pour cela, donc, un parterre d'experts qui vont chacun développer un certain nombre de points en 5 ou 6 minutes synthétiques. Puis ensuite, on espère avoir un échange avec vous. Je vais les laisser se présenter. Donc moi, je suis François-René Pruvot, président du Conseil scientifique de l'investissement en santé. Et les experts vont se décliner de gauche à gauche, sans sous-entendu politique, ou de droite à gauche, comme vous le voulez. Raphaël, alors? Ça dépend d'où on se place du coup. Raphaël Yvain, je suis le secrétaire général du CHU de Bordeaux et par ailleurs directeur en charge de la transformation écologique du CHU. Patrick Pessot, je suis professeur de chirurgie digestive aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et avec plusieurs casquettes engagées dans la transition écologique de notre système de santé. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Gaudemer, je suis directrice associée du cabinet d'architecture AIA Life Designer et je suis vice-présidente santé de la fondation AIA qui travaille sur les questions d'architecture, de santé et d'environnement. Bonjour à toutes et tous, je suis Laurie Marot, je suis enseignante et chercheuse à l'école des études en santé publique et je pilote également l'axe santé du Shift Project qui est une association qui s'intéresse spécifiquement à la décarbonation de l'économie. Et bonjour à tous également, donc je suis Camille Devrette, ingénieure sur la partie génie énergétique et environnement. Et donc, je travaille à l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale et également du coup membre du CSIS avec en particulier en charge le volet RSE des projets d'investissement. Donc voilà, on entend là, oui. On va commencer une présentation. Je vais suggérer à Camille, qui est un petit peu notre leader d'opinion et d'action dans ce domaine, tant à l'ANAP qu'au Conseil scientifique, de nous faire rapidement un état des lieux de la situation, de ce qui est fait et de ce qui devrait être fait aujourd'hui et qui n'est pas fait. Puis ensuite, on verra, on déclinera dans nos structures hospitalières. Alors effectivement, du coup, je vais essayer d'être synthétique sur les minutes qui me sont accordées. Je vais me concentrer du coup principalement sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie conception immobilière, puisque les enjeux sont bien plus globaux. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que personne ne peut plus nier d'être informé. Voilà, je laisserai Laurie accentuer ce propos-là, mais aujourd'hui, que ça soit au travers des rapports du Shift Project ou d'autres études comme celle de Lancet Kundum ou d'autres qui mettent en exergue le fait que ça devient un sujet d'empreinte écologique de nos structures, mais également de lien avec la santé environnementale et l'impact sur la santé des générations actuelles et futures. Aujourd'hui, en fait, tout le monde a conscience qu'il y a un enjeu environnemental, écologique dans la façon dont on conçoit, dont on envisage nos projets d'investissement au travers de plein d'aspects, que ce soit notamment celui de construire ou pas, au regard effectivement de l'empreinte que ça va avoir. On a aujourd'hui du coup la concomitance de deux enjeux. C'est celui de l'atténuation,
qui rejoint en fait la mission première des établissements de santé médico-sociaux, qui est celui du soin, de la prévention et de prendre soin. Et ce sujet-là, ça intègre aussi la nécessité d'étendre cette notion de prévention et de prendre soin au-delà de l'activité intrinsèque qui est celle des soignants et des professions médicales, qui va être celle de l'activité globale et de l'ensemble des externalités que peuvent avoir un établissement. Notamment au travers de sa conception architecturale, qui va avoir un impact sur la partie des consommations énergétiques, sur la partie des consommations d'eau, sur le type de ressources qui va être utilisé, mais également sur l'organisation fonctionnelle et opérationnelle lors de l'exploitation du bâtiment, qui va avoir un impact notamment sur la partie gestion des déchets. Aujourd'hui, on a des établissements qui nous disent en fait, on ne trie pas les déchets parce qu'on n'a juste pas assez de place pour faire le tri dans les locaux déchets. Donc on a des bennes qui traînent dans les couloirs et du coup on ne peut plus trier le plastique parce que une fois qu'on a une benne d'acerie, une benne d'ordures ménagères, on n'a plus d'autres possibilités de rajouter une benne supplémentaire. Donc ça, c'est des aspects conceptuels qu'il faut vraiment intégrer dès en amont. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas qu'il faut faire du tri des 7 flux dans nos établissements. C'est quelque chose qui est dans la loi, qui est réglementaire, mais qu'il faut intégrer dans nos consciences en disant aussi peut-être que demain, si on veut arriver à faire des organisations qui soient plus respectueuses de l'environnement, mais aussi plus fonctionnelles pour les professionnels, il faut mettre des locaux de stockage qui soient un peu plus importants ou des locaux déchets qui soient un peu plus importants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a forcément les enjeux aussi de la gestion de l'eau et de l'énergie, mais je reviendrai un peu plus en détail plus tard au cours de notre échange. Et le deuxième sujet, qui du coup découle de ce que je viens de dire, c'est celui de l'adaptation. C'est qu'aujourd'hui, même si on a pris conscience qu'il fallait agir pour éviter une aggravation du changement climatique, que ce soit en termes de rapidité ou de brutalité, dans tous les cas, il est là. Dans tous les cas, il va y avoir des épisodes de sécheresse de plus en plus intenses, des épisodes d'inondation, des vagues de chaleur. Et aujourd'hui, on ne peut plus ignorer l'impact que ça va avoir sur la résilience des infrastructures. Aussi bien sur le bâtiment en tant que tel, puisque du coup, tout ce qui est risque d'inondation, ça impacte l'infrastructure, sur les afflux de patients, tout ce qui va être catastrophe climatique ou autre, forcément, ça apporte aussi des afflux de patients. Et en termes d'impact indirect, ça va être tout ce qui va être lié à la problématique des ressources pour construire, des ressources pour l'énergie, et également en indirect aussi sur la santé des populations, avec de l'émergence de nouvelles maladies ou la résurgence aussi de maladies qui réapparaissent. Et tout ça, c'est quelque chose à prendre clairement en considération. Quand je parlais de l'eau et de l'énergie, je vais prendre un exemple tout bête qui est celui de l'eau. Aujourd'hui, les groupes froids qui permettent d'alimenter, de rafraîchir les blocs opératoires, y compris en été, l'été, comme ils sont conçus pour un fonctionnement nominal entre 35 et maximum 35 degrés extérieurs, on les arrose à grande eau. On arrose à la grande eau les condenseurs pour maintenir l'activité des blocs opératoires l'été. Donc, quid des vagues de chaleur de plus en plus intenses avec une restriction hydrique. Voilà. Et ça, aujourd'hui, en fait, il faut l'anticiper. Parce que si on ne l'anticipe pas maintenant, on maintient la fragilité et la vulnérabilité du secteur de la santé. Un autre point pour mettre en parallèle ces éléments, aujourd'hui, quand on reçoit des projets, notamment CIS ou autres, les établissements sont en capacité de faire des projections capacitaires sur 10, 15, parfois 20 ans, avec plein d'hypothèses. Mais il n'y a aucune prise en considération des hypothèses qui sont pour le coup scientifiquement parfois plus tangibles, d'augmentation de la température ou de risque de précipitation. Voilà. Et ces éléments-là, en fait, ce sont des données qui sont aujourd'hui aussi à prendre en considération. Alors, pas pour le dimensionnement capacitaire, c'est sûr, mais en tout cas pour les choix de où est-ce qu'on va construire, comment on va construire, quelle orientation, etc. C'est des choses qui vont être prépondérantes pour assurer la pérennité, en tout cas, des infrastructures de santé et leur fonctionnement nominal en toutes circonstances. S'il ne doit rester, entre guillemets, qu'un bâtiment qui fonctionne en cas de crise climatique ou autre, c'est bien l'hôpital. Et ça implique notamment un vrai changement d'échelle
donc aussi bien spatiale, donc en prenant en considération les externalités sur tout le territoire, que temporelle, donc avec une vision à long terme qui ne soit pas juste celle du moment de la construction et de la réception du bâtiment, mais qui va être celle de toute l'exploitation du bâtiment jusqu'à sa fin de vie. On parlera, je pense, après des parties de soutenabilité économique, mais pour reprendre très rapidement, donc on a bien conscience qu'effectivement il y a un vrai sujet aussi de priorisation et d'intégrer en fait ces données, qu'elles soient logistiques ou climatiques ou autres, dès l'amont en fait dans le choix de la conception, pour avoir une vraie, je sais que ce mot revient tout le temps, l'aspect coût global, mais en fait il revient beaucoup, mais il n'est jamais utilisé. Mais concrètement, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse avoir cette vision à long terme de ce que va coûter l'établissement. Alors, pas qu'en coût financier, mais sur son territoire, sur l'impact qu'il va avoir sur son territoire, sur l'impact qu'il va avoir sur la qualité de vie au travail des professionnels, sur les conditions d'accueil des personnels, et tout ça, c'est vraiment en prendre en considération. Et il y a un des passages que je vais me permettre de reprendre du Chiffre Project. Alors je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire le rapport, mais moi j'ai une phrase qui est ma phrase préférée et qu'il faudra presque mettre en tête des rapports du CSIS, c'est, je la lis du coup, « Les décisions et les investissements d'aujourd'hui déterminent les économies versus les dépenses de demain et la capacité de résilience ou de fragilité ou vulnérabilité de demain de nos infrastructures de santé ». Et ça, en fait, si on ne le garde pas en tête, on va commettre les mêmes erreurs des dernières années. Et on ne peut plus se le permettre. Merci Camille. Alors, je vous propose que on abordera deux questions d'actualité citoyenne. L'eau et la canicule. Ensuite, on va laisser décliner les enjeux généraux par chacun des participants. On va faire peut-être voilà, de droite à gauche. Laurie Marot, vous aviez été lors de notre réunion de calage sensible à la question du bilan carbone. Où est-ce qu'on en est des bilans carbone dans les établissements de santé? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, de projeter? Et le second point, c'était peut-être d'entamer déjà le débat que vient d'initier Camille, rénovation, réhabilitation versus reconstruction. Oui, alors déjà merci Camille, c'était très riche comme toujours. Du coup, c'est vrai qu'une fois que Camille a parlé sur le sujet, on se sent moins expert, mais on est extrêmement enrichi. Et ça fait plaisir d'ailleurs de voir que ce type de compétences maintenant est présente un petit peu partout dans nos institutions. Voilà, ce qui n'était pas forcément encore le cas il y a quelques années. C'est rassurant aussi pour l'avenir, et je pense que c'est important de se dire qu'il y a quand même des éléments qui sont de plus en plus rassurants sur ces sujets. Merci aussi pour la citation du rapport du Shift. En effet, ça ne doit pas être moi qui ai écrit, ça doit être un des collègues, mais je pense exactement la même chose. Et en effet, nous, on avait fait un diagnostic carbone, donc qui a été relativement assez médiatisé, on va dire diffusé. D'ailleurs, on a constaté que l'année dernière, on parlait beaucoup du constat. Donc le constat, c'est le système de santé représente à peu près 8% de l'empreinte carbone nationale. Dans ces 8%, vous avez à peu près 85% d'émissions qu'on dit indirectes. Donc je ne sais pas si vous êtes familier, les émissions directes, indirectes. Donc on pourra en reparler. Et puis aussi une bonne part, à peu près 50% pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Dans justement cette distribution du bilan carbone, on s'aperçoit que dans les émissions en direct, il y a quand même pas mal de choses qui concernent les établissements, puisqu'il y a notamment les sources qu'on appelle les sources de combustion fixes, mais bon, ça va être par exemple le chauffage. Vous allez avoir aussi les consommations d'électricité, le refroidissement aussi bien sûr des bâtiments. Bon, ça en gros, vous pouvez compter que c'est autour de 10-12%, un peu plus, allez 13-14%, ça va dépendre un petit peu. Et puis du côté des émissions indirectes, vous allez avoir les immobilisations qui vont concerner aussi les bâtiments ou ce qu'il y a dans les bâtiments. Donc là, on est autour de 8%, sachant qu'on a déjà estimé que la moitié de ces 8% serait du numérique. Donc c'est géré par les établissements, mais ce n'est pas les murs à proprement parler, quoique
quoique. On est de plus en plus dans la logique de numériser les murs, puisqu'on est de plus en plus dans la logique d'avoir de la vision sur l'intégralité des flux qu'il y a à l'intérieur des établissements et justement de pouvoir préparer ces établissements aux évolutions environnementales, extérieures et tout ça, et de pouvoir construire des smart buildings ou des smart hôpitaux. Donc je ne sais pas, peut-être ça sera évoqué par la suite. Mais ça me permet un petit peu de faire le lien avec une réflexion qu'on est aussi en train de mener avec certains collègues. Je pense notamment à Alexandre Monin, donc, qui travaille beaucoup sur design de l'Anthropocène, qui avait sorti cet ouvrage il y a quelque temps, Héritage et fermeture, avec deux collègues, Diego Landívar et Emmanuel Bonnet. Et ce qui est intéressant dans ces réflexions qui sont menées, une écologie du démantèlement, hein, c'est le sous-titre, donc c'est quand même assez fort en termes de prise de parti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous rappelle quand même dans cet ouvrage que la majorité des choses qu'on aura à gérer à l'avenir, c'est pas de savoir quelle jolie construction neuve on aura à choisir, mais c'est plutôt comment on va gérer les 80% ou 90% d'anciennes infrastructures et d'anciennes constructions qu'on a déjà sur les bras et avec lesquelles il va bien falloir faire avec, c'est comme ça aussi qu'ils disent dans l'ouvrage, améliorer quand c'est possible ou pas, rénover quand c'est possible ou pas. Vous savez qu'il y a des grandes politiques en ce moment de rénovation des bâtiments un peu partout en France. Bon, quand vous avez une façade un peu tristounette, c'est pas très dur. Quand vous êtes la Pitié-Salpêtrière, de suite, ça devient plus compliqué. Et donc, en fait, à chaque type de construction, type de bâtiment, vous allez avoir des contraintes spécifiques. Tu parlais de la question de la place, ne serait-ce que pour mettre les poubelles. Je pense qu'on avait déjà parlé avec Madame Paul qui est ici présente. Quand ça n'a pas été pensé pour être modulaire dans les établissements et que vous voulez réintégrer du tri, que vous voulez réintégrer de la stérilisation, etc., comment vous faites en fait? Donc, il faut garder à l'esprit qu'un de nos grands défis, ça sera certes de pouvoir construire des choses qui vont être résilientes, mais en fait de pouvoir transformer l'existant en quelque chose de résilient. Et ça, c'est peut-être effectivement quelque chose qu'on n'a pas toujours dans le viseur. Et en cela, on peut se dire qu'on a un certain nombre de solutions techniques qui vont nous aider, mais dans le même temps, ces mêmes solutions techniques qu'on utilise aujourd'hui pour nous aider, et je pense notamment au numérique, ne sont pas, elles, nécessairement conçues pour être résilientes. Donc vous voyez, il y a quand même un effet de... on finit toujours par un petit peu l'effet du serpent qui se mord la queue. Et donc, il faut avoir exactement ce que tu disais, un regard global, enfin une étude d'impact globale, pour comprendre, enfin pour essayer en tout cas d'évaluer si au global, on s'oriente ou pas dans la bonne direction. Sachant que j'appuie quand même, juste pour terminer, sur le fait que on sent tout à fait les effets du changement climatique aujourd'hui dans les établissements. Donc c'est plus quelque chose qu'on pressent ou qui va finir par arriver, c'est quelque chose qui est déjà là. On a les événements extrêmes climatiques, les vagues de chaleur étant les événements les plus emblématiques. Et vous avez effectivement la souffrance des usagers ou des soignants à l'intérieur des établissements quand il fait très chaud. Vous avez la difficulté de refroidissement des blocs qui parfois ne sont d'ailleurs pas suffisamment refroidis. Donc je connais des blocs qui ont fermé et je connais des établissements qui ont fermé parce que les moteurs d'ascenseur étaient situés sur le toit et qu'ils n'ont pas supporté les vagues de chaleur. Donc il a fallu déplacer, parce qu'un hôpital sans ascenseur, c'est pas pratique quand même, hein. Et donc il a fallu déplacer les patients. Donc aujourd'hui, c'est très concret, l'enjeu de l'adaptation, il marche vraiment main dans la main avec l'enjeu de l'atténuation, qui est complètement relié aux questions de santé publique, on en reparlera peut-être après. Et donc cette démarche d'évaluation d'impact global, c'est pas juste pour essayer de prendre tout en compte, c'est pour éviter en fait de ne pas forcément aller dans la bonne direction en voulant bien faire. Merci Laurie de ce rappel à l'ordre. Donc le bilan carbone, il est à faire. Est-ce que c'est facile à faire pour les établissements? Je pense que Camille nous disait que c'est une minorité d'établissements qui aujourd'hui ont réussi ou ont souhaité faire leur bilan. Comment? Surtout souhaité. Hein. Surtout souhaité. Et deuxièmement, de nous rappeler qu'avant de penser à avoir de nouvelles constructions, il faut aussi faire évoluer notre gestion, notre maintenance, notre intégration
dans ces changements climatiques et la raréfaction des ressources des bâtiments que nous gérons dès aujourd'hui. Pour autant, Emmanuel, architecte quand même, bon, les architectes, ils veulent construire quand même, et puis, mais les architectes veulent construire maintenant en réfléchissant toujours à l'environnement dans lequel est construit le bâtiment, pas seulement en termes d'environnement voilà, climatique et des ressources, mais aussi des notions de flux et des notions de citoyenneté. Et puis, un constat aussi, alors manifestement, il n'y a pas beaucoup de directeurs d'hôpitaux dans la salle, mais justement, pour appréhender toutes ces notions, vous trouvez, vous les architectes, que le cahier des charges que l'on vous propose est souvent assez pauvre. Alors, est-ce que vous pouvez... oui, on parle sans tabou aujourd'hui. Nous donner votre avis sur ces deux points. Merci. Oui, je pense que le constat est fait, donc je souscris bien entendu à tout ça. Et je pense que la responsabilité des maîtrises d'œuvre, que ce soit tous les acteurs de l'acte de construire ou de la conception, que ce soit architectes ou autres, ont une vraie responsabilité. Pour autant, moi, ma posture, c'est de construire peut-être moins, mais mieux. Et de façon engagée. Effectivement, donc peut-être deux mots pour me resituer, pour resituer le cabinet AIA Life Designer, puisque on est architecte, mais on est aussi ingénieur et on a l'ensemble des métiers de la conception, ce qui est très rare en France, ce qui est très classique dans les pays anglo-saxons, mais ce qui embarque aussi toutes les réflexions, pas seulement de la conception architecturale, mais aussi de la conception d'urbaniste, de technique et de tous les métiers, je dirais, et les engagements que l'on doit avoir à l'échelle, pas seulement du bâti, mais du bâti en lien avec son territoire. C'est un premier point, donc voilà qui nous sommes, et surtout, donc on fait partie des 10 grandes agences au niveau européen et on a une activité santé au niveau national et international, donc, et depuis plus de 50 ans, puisque moi je fais partie de la 3e génération d'associés, donc avec un certain nombre de retours d'expérience qui nous servent bien sûr à progresser parce qu'on ne fait pas toujours bien et souvent on fait mieux en faisant des retours d'expérience liés aux erreurs qu'on a pu commettre dans les bâtiments précédents. Pour répondre à François René, c'est vrai que notre parti pris aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur la recherche fondamentale, donc j'en dis quand même 2 mots. On a une fondation qui travaille sur la recherche fondamentale sur les questions d'architecture de santé et d'environnement et qui diagnostique à l'échelle du territoire les déterminants de santé qui ne concernent pas le soin parce que ce n'est pas notre job, mais qui concernent les déterminants qui représentent à peu près 70% des déterminants définis par l'OMS concernant l'environnement économique, social et environnemental dans lequel on vit. Mais pas seulement à l'échelle du bâtiment de santé, mais bien du territoire sur lequel le bâtiment vient interagir. Et on ne construit pas de la même façon pour toutes les raisons liées à la ressource, mais aussi au contexte économique et social dans lequel nous allons concevoir cet établissement. On ne construit pas de la même façon à Nantes, à Marseille, à Nice, à Aubagne, à Salon. Volontairement, je cite des projets où il va y avoir des grosses constructions. Et donc, faire ce diagnostic de territoire, c'est révéler les signaux forts et faibles d'un territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, pour répondre au sujet du cahier des charges, ça devrait être obligatoire. On ne devrait pas concevoir du neuf ou réhabiliter sans faire ce diagnostic de territoire. Donc ça concerne le sujet de la data. Là aussi, qui est un vrai sujet pour rejoindre ce qu'évoquait Laurie, ce sujet de la data, pour moi, est fondamental pour accompagner la transition, pas seulement environnementale, mais de santé globale. Le deuxième point, une fois qu'on a fait cela, vous savez que nous, architectes, ingénieurs, nous répondons à des appels d'offres public, donc à des cahiers des charges auxquels nous devons répondre de façon la plus respectueuse possible, sinon on est sorti du projet. Donc on a assez peu de possibilités d'être force de proposition sur des questions d'ordre programmatique, qui pourraient intégrer pas seulement les besoins qui nous sont décrits, mais par exemple s'il y a des choses intéressantes qui sont faites en termes de gestion de l'eau, de numérique à l'échelle du territoire, on devrait pouvoir être force de proposition et s'engager à suggérer
tout en répondant à la question, des éléments de ce type. Ça peut concerner la mobilité aussi. Je pourrais décliner un certain nombre de choses. Et l'eau, bien évidemment, est un sujet fondamental qui n'est jamais abordé en dehors de la technique, bien sûr, du traitement, qui n'est jamais abordé comme un sujet de fond dans les cahiers des charges. Donc l'ambition dans les cahiers des charges, aussi professionnels soient ces cahiers des charges, et ils le sont, c'est en gros quand même une liste de demandes qui sont organisées, qui sont priorisées, etc., et auxquelles on doit répondre dans le cadre de surface. Et quelque part, voilà, on n'a même pas toujours le projet stratégique derrière, ni le projet médical. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Donc, il y a peut-être juste du bon sens à remettre en perspective dans ces cahiers des charges. Diagnostic de territoire, plan directeur. Il n'y a pas toujours de plan directeur. Donc, révéler les signaux forts et faibles à l'échelle de ce plan directeur en lien avec son environnement. Et là, on peut se dire, peut-être qu'on peut valoriser tel bâtiment plutôt que le déconstruire. Je sors d'une réunion qui concerne un appel d'offres qui vient de sortir sur la déconstruction de la tour du CHU de Caen. On a gagné le concours du CHU de Caen, de sa reconstruction, mais dans le projet, il n'y avait pas la déconstruction de la tour ou la réhabilitation de la tour. Donc le sujet, c'est réhabiliter ou reconstruire. 100 000 mètres carrés, qu'est-ce qu'on va y faire? C'est quoi le business model d'un truc comme ça? Il est probable que le conseil scientifique n'aurait pas validé ce projet. C'est possible. Ça, je ne veux pas aller sur ce champ-là. Mais c'est vraiment un sujet fondamental. C'est-à-dire qu'on a répondu à une question qui concerne la reconstruction sans prendre en compte l'environnement. Alors ce n'est pas tout à fait vrai quand même, parce qu'on a gagné le projet et ça a été un des sujets majeurs. On a chez nous un studio, un bureau d'études environnement qui intervient sur les questions de santé globale et qui s'appuie sur la recherche fondamentale de la Fondation et qui est transversale sur tous les projets urbains ou de bâtiments sur lesquels on intervient. Aujourd'hui, la RE 2020 qui s'applique au tertiaire, au logement, demain s'appliquera, je l'espère, de façon très forte à l'hôpital. Les cahiers des charges, de ce point de vue-là, restent effectivement très pauvres et ne tiennent pas compte, et s'ils sont un petit peu descriptifs sur certaines thématiques prioritaires du bâtiment, encore une fois, c'est assez déconnecté de l'environnement. Ça, c'est un premier point. Le second point, et pour revenir sur le numérique, qui est un sujet qui me tient à cœur, on vient d'ailleurs de créer, on est partenaire d'une start-up qui intervient sur le bâtiment digital natif. Aujourd'hui, vous savez ou vous savez ou vous ne savez pas, mais les métiers de la conception se sont complètement transformés. Les architectes construisent en BIM, donc la maquette 3D a fait énormément évoluer, je dirais, même l'interprétation qu'on peut avoir sur l'évolutivité du bâtiment. Parce que s'il y a bien une chose, je ne l'ai pas dit également en introduction, mais si on doit bien concevoir de façon intelligente, si on a bien une responsabilité, c'est de faire en sorte que le bâtiment puisse être évolutif. Donc mettre l'usage, et là c'est aussi une question de méthode, mettre l'usage et l'usager au cœur de la conception dès le programme, parce que l'usager, souvent, on le voit, nous, une fois qu'on a gagné le concours, qu'on lui dit « ça te va », et on aménage tant bien que mal. Mais l'usager à la mode danoise au cœur de la conception, au même niveau que les managers, que les soignants, que les personnels divers et variés, organisés bien sûr de façon professionnelle, ça me semble être une avancée aussi assez importante qu'il faudrait peut-être imaginer. Mais l'usage et l'évolutivité au cœur de la conception, c'est aussi penser un territoire digital natif en s'appuyant sur la maquette numérique et permettre une activation des usages comme on peut révéler via la maquette numérique, je dirais, des optimisations et une évolutivité technique. Technique et usage au même niveau. Voilà quelques éléments que l'on ne voit pas et qu'on pourrait voir demain dans les cahiers des charges. Merci Emmanuel. Je profite de la notion d'évolutivité pour faire la transition avec Patrick Pessot. Patrick, chirurgien digestif, universitaire, donc avec ces enjeux très forts, à la fois scientifiques, techniques, et à la fois humains. Et lorsqu'on avait fait notre pré-réunion, tu avais insisté sur le fait qu'un hôpital doit rester attractif, et dans sa qualité d'exercice, par exemple, les notions de lumière sont très importantes pour la
la qualité de vie pour tous. Et de plus en plus, on a des blocs opératoires avec des fenêtres. Mais aussi l'évolutivité et notamment la modularité, non seulement dans l'espace et l'usage, mais aussi savoir peut-être anticiper une sorte de flexibilité pour accueillir les innovations techniques. Merci, merci pour l'invitation. Alors oui, en effet, alors je vais prendre ma casquette là vraiment de soignant et comment je vois, comment je ressens la construction d'un hôpital qui est parfois justement un peu, je sens, déconnecté par rapport à l'usage. Donc je voudrais juste revenir sur 2-3 choses qui ont été déjà dites. En effet, j'ai l'impression que souvent, quand on construit, on ne part pas d'un projet médical, on ne part pas de l'usage qu'on va en être fait, donc le bien pour les patients, pour les soignants, mais on construit un bâtiment et après on essaye de voir comment on va l'aménager au mieux. Et donc voilà, je pense que le centre c'est le soin, c'est les soignants. Et donc, on doit avoir cette réflexion à partir du projet médical, qu'est-ce que l'on va en faire et comment, pour les usagers, comment le faire. Donc ça, je crois que c'est la part importante que les médecins, les soignants, les patients doivent être impliqués dans ces projets de construction ou de rénovation. Voilà. Ça, c'est la première un peu généralité. La deuxième aussi, ça a été dit, c'est on a vu fleurir des hôpitaux, des restructurations, où on a fermé 2 petits hôpitaux et on en a construit un entre les deux, en plein milieu de la campagne. Voilà. Et après, on se dit, mais comment on fait pour la mobilité ? Ça serait bien qu'on essaye d'éviter les transports et tout ça. Oui, mais c'est à 30 km entre 2 hôpitaux en pleine campagne. Voilà. Donc, je veux dire, aussi le territoire, comment on intègre ça au niveau de la commune, enfin de l'urbanisme général. Voilà. Et donc ça, cette réflexion-là me semble aussi fondamentale dans nos constructions futures. Là, on n'est pas dans de la rénovation, mais voilà. Mais donc, du coup, après, on se retrouve, voilà, et on se dit, bah oui, ça serait bien de limiter les transports et tout ça, mais bon, c'est à 20 km de tout, donc de toute façon, on va pas faire une ligne de tram juste pour aller là-bas, quoi. Donc ça, c'est la deuxième réflexion. La troisième, alors c'est peut-être un peu utopique aussi, c'est en effet l'hôpital, aujourd'hui, la médecine évolue. Comment on peut avoir un hôpital le plus, alors j'ai entendu, modulable, évolutif possible. On opère des choses, est-ce qu'on les opérera demain ? La chimiothérapie, c'est en hospitalisation, peut-être que demain, elle sera tout en comprimé, en ambulatoire. Ouais, ces évolutions médicales vont sûrement entraîner des modifications de nos circuits de patients. Une partie va être beaucoup plus peut-être sortie de l'hôpital en ville. Voilà. Et donc nos bâtiments, nos structures, comment elles peuvent s'adapter ? Nos blocs opératoires, est-ce qu'il y aura plus de technologie qui va arriver, donc des salles qui vont devoir s'agrandir, mais est-ce qu'il ne faut pas... Voilà, donc il y a eu un balancier énorme sur que de l'usage unique au bloc opératoire. Si on repart sur quelque chose de plus équilibré, voilà, donc les flux avec un circuit de restérilisation et tout ça, voilà. Donc comment on imagine, enfin moi c'est comme ça que je vois, comment, enfin moi si je solliciterais et si je voulais pousser dans le cahier des charges, c'est de dire que ce soit des structures le plus possible modulables. Donc voilà un peu moi le cadre général, et puis après si je veux revenir sur des choses un peu plus pragmatiques, en effet, moi, la vision de résilience et de conception, c'est ces 3 piliers. Alors, un versant économique qui est une contrainte, qui est obligatoire, et donc il y a des choix, il y a des arbitrages après à avoir, et donc le côté économique ne doit pas être complètement occulté. Donc il y a ce versant-là, mais après il y a le côté en effet environnemental, comment je construis mon bâtiment pour qu'il soit, s'il est modulable, une partie recyclable, et puis sociétal. Et en effet, aujourd'hui, concevoir un hôpital, on a des blocs opératoires où il n'y a aucune lumière, on ne sait pas ce qui se passe. Et voilà, il y a beaucoup de papiers de littérature scientifique qui montrent que sur la qualité de vie des patients, la QVT, c'est d'avoir de la lumière du jour, ça fait partie. Donc il y a moins de...
la qualité du travail, c'est-à-dire le rendement, le personnel qui travaille à la lumière travaille mieux. Voilà, donc il y a plein de choses qui nous disent, par exemple, voilà, que des blocs opératoires sans lumière du jour, voilà. Donc des salles de repos, les gens qui travaillent la nuit, on travaille au 3-8, voilà, ça a aussi démontré scientifiquement que des micro-siestes de un quart d'heure du personnel la nuit, voilà comment on conçoit dans un service d'urgence, de réanimation, une salle de repos, de détente pour aller un quart d'heure se reposer. C'est du personnel qui va mieux travailler le reste de la nuit. Voilà, donc toutes ces données-là, on a des données scientifiques pour améliorer la qualité des soignants, qui va avoir une répercussion sur la prise en charge de nos patients et qui s'inscrit justement dans une conception RSE de nos bâtiments. Voilà, donc moi, c'est toute cette dimension-là. Et quand vous nous aviez fait appel justement avec le CNIS pour réfléchir sur des référentiels et mettre certains indicateurs dans les cahiers des charges, voilà, c'est peut-être cette vision globale sur la dimension à la fois patient, personnel et personnel soignant qu'on doit prendre en compte, en dehors juste, j'allais dire, du côté environnemental du bâtiment. Merci Patrick, c'est très important, ça rejoint l'évolution et les préoccupations managériales. Dans la qualité de l'exercice, on doit faire de nos structures, comme disent les Américains, des magnetic hospitals. Et donc, bonne transition pour Raphaël Yven, qui accompagne le directeur général dans la stratégie et la gestion d'un des plus gros CHU de France. Et je sais que Raphaël est sensible, bien sûr, aux questions de financement. Je ne vais pas le restreindre à ce volet, bien évidemment, mais il est en tout cas très compétent pour en parler. Mais aussi, finalement, je dirais, les questions de méthodologie de décision dans un hôpital. Vous aviez alerté notre attention sur ce point. Il faut sans doute changer de braquet et changer les modes de décision. Et puis peut-être aussi, vous aviez vous aussi insisté sur les questions de maintenance et comment aujourd'hui, dans son quotidien et son financement du quotidien, un hôpital doit upgrader ses investissements de maintenance. Merci pour cette question très large. Et pour l'organisation de cette table ronde, je crois qu'il y a eu des signaux positifs cette semaine. Le fait que le sujet soit aussi présent à Santexpo, que lundi, c'était lundi, oui, la feuille de route pour la planification écologique du système de santé soit initiée, en tout cas le travail soit initié. Je crois que c'est des choses qui est attendues. Cependant, je pense qu'il y a 3 enjeux pour essayer de répondre de manière globale à la question. 3 enjeux ou 3 problèmes selon comment on regarde les choses. Je pense qu'il y a une question de temporalité, une question d'intensité et une question de priorité. Alors, sur la temporalité, je pense que, et ça fait le lien avec les sujets de maintenance, mais aussi les trajectoires que les scientifiques nous dessinent, un projet de construction neuve, si on commence aujourd'hui le projet et qu'on est sur un projet d'ampleur, on va regarder à 10, 15 ans, parfois plus s'il y a un schéma directeur immobilier qui se construit. Or, qu'est-ce qu'on fait demain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? Je pense que si on se concentre sur le moyen-long terme, on va passer à côté de quelque chose. Et bien sûr, c'est autant vrai pour le sujet d'adaptation que sur le sujet de la nécessaire diminution de l'empreinte environnementale des activités de santé. Donc moi, je crains qu'avec nos visions un peu traditionnelles des grands projets, on passe à côté de l'enjeu écologique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait, dans les hôpitaux, il y a un sous-investissement dans la maintenance, notamment dans la maintenance des bâtiments. Et ça a un double effet. Ça a un effet de dégrader plus vite les équipements et donc d'avoir une empreinte environnementale qui est encore plus forte quand il faut faire des travaux lourds ou reconstruire alors que les bâtiments pouvaient encore être en état de fonctionner avec un bon entretien. Et puis, ça met en grande vulnérabilité les organisations qui vont être encore plus en fragilité face aux conséquences du changement climatique.
Donc je pense qu'on a besoin d'avoir cette réflexion sur la temporalité et avoir des arbitrages qui permettent aussi d'agir à court terme et d'anticiper la dégradation de nos infrastructures sur le plus long terme. Après, je reprends un titre d'illustration. Hein, l'ADEME avait fait des études, je crois que c'est sorti en 2019. La construction neuve, eux, dans leur communication, ils utilisaient l'exemple d'un EHPAD. Je ne sais pas s'il y a eu des études pour les hôpitaux, mais c'est 80 fois plus consommateur en matériel que de la réhabilitation. Donc voilà, on est sur des ordres de grandeur qui sont abyssaux. La deuxième question, c'est l'intensité. Je crois qu'il y a eu des communications officielles sur le fait qu'il fallait se préparer à une trajectoire à plus 4 degrés. Plus 4 degrés, déjà il va y avoir un problème de santé publique et je pense qu'il va y avoir un problème pour concevoir un système de santé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il y a une question d'intensité, je pense qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont et le secteur de la santé est le mieux placé, je pense, du fait de sa mission scientifique, de sa culture scientifique, de sa manière d'appréhender la gestion des crises, pour regarder les choses à leur juste mesure. Et le Ségur, par exemple, de la santé, qui a eu un plan d'investissement comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps pour l'hôpital, a quand même été mis en œuvre pour rattraper justement ce retard à l'investissement. Et il n'a pas été construit pour financer une transformation écologique. Et d'ailleurs, l'illustration, c'est que juste derrière, les hôpitaux ont été exclus des mesures du plan France Relance pour l'isolation des bâtiments, alors qu'on sait tous, s'il fallait prioriser les choses, finalement, une université, une école, elles sont fermées en juillet, août. Les hôpitaux, eux, vont continuer à devoir fonctionner dans des conditions extrêmement dégradées. Donc, qu'est-ce qu'on fait l'été prochain? Qu'est-ce qu'on fait l'été d'après dans des bâtiments qui pourront pas fonctionner ou des professionnels qui vont se retrouver dans des conditions de travail qui seront impossibles à tenir? Et je ne parle pas des patients qui sont bien sûr en grande fragilité. Donc il y a une question à savoir si notre intensité d'action est la bonne. Et le dernier point, la priorité, qui rejoint un peu ce que je viens de dire. Si on considère qu'il faut adapter la société, finalement, qu'est-ce qui est prioritaire dans une société qui va être en crise écologique et climatique? Et aujourd'hui, finalement, l'hôpital et le système de santé, ils jouent avec les mêmes règles que tout le monde. Que ça soit de manière très concrète, aujourd'hui, où est-ce qu'on priorise la mobilisation de nos ressources, qu'elles soient matérielles, financières et humaines? Les hôpitaux, pour leurs projets immobiliers, ils sont en concurrence avec tout le monde sur le marché, quelque part. Donc, ça veut dire qu'en ayant tous conscience qu'on est à un point de rupture et dans une situation de crise majeure, on reste dans la même routine quelque part qu'auparavant, même si on en parle beaucoup et que c'est un sujet pour tout le monde, dans le changement d'intensité de notre action et de priorisation collective. Et c'est valable à l'échelle macro dans les choix de société, mais c'est vrai aussi à l'échelle des établissements où finalement, aujourd'hui, on se perd encore dans des débats sur les places de parking, la taille des bureaux, les choses comme ça. Et c'est très compliqué de mener cette discussion et d'avoir une maturité collective et des processus de décision qui nous permettent de faire des choix courageux. Voilà pour mon diagnostic. J'ai aussi des idées de propositions à discuter, mais peut-être ça viendra par la suite. Eh bien, écoutez, là, vous venez d'avoir livré toute une série extrêmement dense d'idées, de réflexions, de données. On se donne 10 minutes d'échange libre. À chaque fois, vous déclinez votre fonction ou votre identité, comme vous le souhaitez. Et puis après, on reprendra 20 minutes pour échanger sur des questions très concrètes. On avait parlé, vous avez déjà initié la question de l'augmentation des températures, peut-être la question de l'eau, et puis d'autres questions que nous suggérera Camille. Alors, 10 minutes pour des questions-réponses, si vous le voulez bien. Alors, peut-être juste une rapide observation. Louis Cauchois, je suis directeur des services techniques et du biomédical aux hôpitaux civils de Colmar. Moi, ce qui me frappe, vu d'un établissement,
Ce qui me frappe, c'est que ces questions de développement durable, de transition écologique, on utilise des termes qui sont de plus en plus forts vu l'urgence de la situation, c'est que côté hôpital, disons historiquement, on a l'impression que le sujet a toujours été vu comme un sujet bonus. C'est-à-dire, finalement, bon, si on le fait, c'est bien, mais comme ce qui compte avant tout, c'est l'organisation des soins et puis la contrainte budgétaire, bah, finalement, si vous le faites, tant mieux. Si vous ne le faites pas, tant pis. C'est un peu comme ça, j'ai l'impression que l'histoire des établissements s'est construite. Alors, il y a quelque chose qu'on voit qu'il y a de plus en plus de débats, des choses qui changent. Juste une illustration. Alors, c'est vrai que je vois que j'ai un collègue, du coup, qui est placé en tant que secrétaire général dans son établissement comme responsable de la transition écologique. C'est vrai que dans les établissements, encore beaucoup, par exemple, on voit que le sujet du développement durable, il est mis soit à la logistique, soit au service technique, alors que c'est quelque chose qui est complètement transversal, qui illustre aussi un petit peu le fait que voilà, c'est encore vu comme ce sujet finalement un petit peu accessoire et qui devrait pourtant animer quelque chose de complètement transversal en établissement. Alors, je fais un peu notre autocritique aussi. La deuxième chose, c'est que donc on en parle beaucoup, mais moi, j'ai pas l'impression, là encore, vu d'un établissement, qu'il y a un système d'incitation et de contrôle qui soit à la mesure de l'enjeu. C'est-à-dire, alors si je suis enregistré, je veux dire quelque chose de pas très politiquement correct. Je ne sais pas combien de DG d'établissements ont dans leur feuille d'évaluation, dans leur échange avec l'ARS, un objectif relatif à la transition écologique. Je serais d'ailleurs assez curieux de le savoir. Et par ailleurs, on n'a pas d'incitatif non plus fort. Alors là, je parle plus dans le sens du financement. C'est-à-dire que quand on présente nos investissements, on nous dit qu'il faut qu'il y ait un aspect transition écologique. Et donc on affiche quelque chose, d'ailleurs avec des affichages parfois où on a quelques doutes entre ce qui va être affiché et ce qui va être vraiment fait, parce qu'on nous dit qu'il faut afficher des choses, mais derrière on a un peu de mal à recueillir du soutien, y compris extérieur à l'établissement, pour pouvoir, là aussi je réagis juste par rapport à ce qui était dit sur le financement, donc dans le plan de relance sur l'aspect isolation du bâtiment. Nous, au niveau des services techniques, on défend dans notre schéma directeur immobilier qu'on a des travaux qui n'ont pas de rapport avec l'organisation des soins, c'est-à-dire qui sont des travaux uniquement d'isolation des bâtiments qui ne vont pas être touchés immédiatement par la réorganisation des services de soins. Ça représente 10 à 15% du montant total du schéma directeur immobilier. Défendre ça déjà au sein de l'établissement, c'est pas quelque chose de très facile parce que c'est populaire auprès de personne. Et en plus le défendre à l'extérieur de l'établissement pour obtenir des financements, là aussi, alors il y a quelques petits dispositifs qui se mettent en place avec, il y a la CDC qui agit un peu sur des contrats de court terme avec des retours mais il faut avoir des retours d'investissement qui sont rapides. Et finalement, il manque des sources de financement qui seraient un petit peu autonomes pour soutenir ce genre de transition. Parce que si à chaque fois on met, si on le voit que comme un sujet annexe ou connexe, encore une fois, du principal débat qu'on a de réorganisation des soins capacitaires et économie et pure économie financière, on va pas s'en sortir, quoi. Donc ça fait plusieurs points. Je vais laisser Camille répondre parce que Camille est celle qui a conçu le référentiel développement durable pour l'évaluation des projets dans le cadre du conseil scientifique. Elle a toujours tenu à ce qu'il ne soit pas opposable, c'est-à-dire en forme de veto, mais qu'on ait au moins, puisqu'on fonctionne depuis 2 ans, un processus pédagogique extrêmement fort d'incitation à l'obligation de l'insérer au moins dans ce qu'on appelle la phase 1, l'étape 1, d'orientation du projet d'établissement. Camille ? Alors, je vais juste me permettre, vous m'excuserez, professeur. C'est juste que j'ai pas tenu à ce que ça soit opposable, parce qu'en fait, si c'était opposable, il n'y a aucun projet qui passait par OCSIS. En fait, voilà. C'est ce qui était sous-entendu dans mes propos. Voilà. Mais du coup, j'aurais à titre personnel et professionnel énormément apprécié qu'il y ait du coup quelque chose qui soit opposable, parce qu'en fait, malheureusement aujourd'hui, si c'est pas obligatoire d'un point de vue, et même l'obligatoire, parce que les bilans carbone c'est obligatoire et personne ne le fait, donc
déjà, en fait, oui, personne, merci, 30%. Mais ça reste pas énorme quand même. Donc oui, effectivement, ça aurait été un souhait. Voilà. Maintenant, pour rejoindre la question de pourquoi, en fait, notamment aujourd'hui, ça devient un sujet, alors que ça l'était pas il y a quelques années, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça touche... Généralement, je reprends le triptyque qui a été dit tout à l'heure, aspect social, économique et environnemental. Avant, c'était un sujet écologique. C'était un truc d'écolo, c'était... Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient un sujet économique. Moi, tous les jours, dans l'activité notamment à la NAP, on a des établissements qui viennent nous voir, ils y comprennent rien entre bouclier tarifaire, amortisseurs, ils ont des factures qui sont multipliées par 10. Ça, en fait, aujourd'hui, ça tue leur budget de fonctionnement d'établissement. Ils n'ont plus en capacité financière de faire fonctionner leur établissement parce qu'ils ont une facture d'énergie qui explose. Et ça, en fait, ça devient un sujet du coup économique. Et le deuxième sujet, ça rejoint ce qui a été dit sur les blocs opératoires, sur même les équipements biomédicaux qui se mettent en arrêt parce qu'il fait trop chaud et qui doivent fonctionner que dans une température. Voilà. Aujourd'hui, en fait, le deuxième aspect, c'est l'aspect social et sociétal, où ça a un impact sur la continuité des soins, sur le fait d'exercer son activité de soins. Et en fait, le fait que ça viennent à toucher ces deux aspects, ça devient du coup une priorité qui n'est plus celle de l'exploitation technique, etc. Sur le deuxième point, celui de l'incitation financière, je ne peux que vous rejoindre. Très concrètement, pour moi, et voilà, ça n'engage que moi, le Ségur de la santé a permis de rattraper le retard du secteur. Alors des rattrapages de dettes, des rattrapages de restructuration de soins, des rattrapages pour s'adapter à l'activité médicale qui a évolué sur l'ambulatoire, etc. Il y a un Ségur du numérique, il y a eu des fonds verts pour les collectivités, mais il y a effectivement rien pour l'hôpital. Et je pense que c'est un combat qu'on mène tous pour essayer de faire entendre le fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ce coup de pouce comme il y en a pour les TPE-PME, comme il y en a pour les collectivités, on ne va pas y arriver. Parce qu'en fait, c'est un retard. Par exemple, voilà, on parle de reprendre ce qu'on fait avec un IGH des années 70 en tout béton, menuiserie alu. En fait... oui, effectivement, on a 15 étages à refaire, donc on ne peut pas l'ététer, on ne peut pas le déconstruire. Voilà. Est-ce que s'il faut... en plus, c'est facile à isoler, hein, c'est des cubes. Donc, pour le coup, techniquement, en fait, il n'y a pas de sujet. C'est juste que financièrement, voilà. Je crois que j'ai répondu aux deux questions. Je ne sais pas si d'autres... Petite incidente pour comment dirais-je, la déconstruction, ce qu'on a appelé l'écrêtage. Vous le savez, Camille, 2 dossiers de 2 très grands hôpitaux français comportaient ce problème dans notre cahier des charges. Donc on a fait l'estimation. Aucune grande entreprise du bâtiment ne l'avait fait jusqu'à présent. Écrêter un bâtiment de grande hauteur. Il est à 15 étages, on en laisse 8. Qu'est-ce qu'on fait des 7 autres au-dessus? En activité. 35 millions d'euros. Voilà. Et avec une notion pas vraiment faisable. Parce que pendant 5 ans, ou 4 ans, 4 ans et demi, la vie des gens qui travaillent et des malades va être impossible. Donc ça, c'est une réaction. Ça montre aussi la responsabilité qu'on endosse quand on construit quelque chose. Alors certes, les époques changent, mais bon, voilà. On prendra tout à l'heure, peut-être dans les 20 minutes qui nous restent, la question de l'augmentation de chaleur, et on prendra l'exemple d'un autre très grand hôpital du sud de la France, où on a fait des découvertes d'incapacité à lutter contre la chaleur, qui devient extrêmement prégnante, et je vous demanderai des chiffres, et surtout de parler de solutions techniques. Oui, 2 choses. Sur les évaluations, moi je parierais qu'on n'est pas loin de 0. Et c'est certainement vrai dans les ARS et c'est certainement vrai dans d'autres institutions. Donc effectivement, si on ne demande pas, le financement est un sujet, mais si on ne demande pas aux gens de faire les choses et qu'on les recrute et qu'on les évalue pour ça,
y a moins de chances que ça devienne une priorité de l'action. Pour le financement, on se l'est dit, hein, c'est un sujet, c'est quand même fou que l'hôpital passe à côté des financements pour ne serait-ce qu'une grande politique d'isolation des bâtiments hospitaliers. Ça devrait être quelque chose de facile à mettre en œuvre et de prioritaire. Et je pense en plus, au-delà des moyens supplémentaires, il y a des outils qui existent. J'ai découvert avec le PAI, je ne sais plus ce que c'est comme acronyme, plan d'aide à l'investissement, ok, merci, pour le médico-social, il y a un bonus écologique. Donc en fait, on récupère, je ne sais pas, 95% de la somme parce que le projet a été validé. Et si on atteint un niveau de labellisation, eh ben, on prend 5% supplémentaire. Je pense qu'il faut un mélange entre de la contrainte, mais de la contrainte qui va avec un plus pour les établissements. Si c'est juste dire faites-le, voilà, je pense que tout le monde, si c'était facile à faire, voudrait le faire aujourd'hui. Donc il faut trouver ce mécanisme qui apporte un bonus et qui apporte aussi un engagement et une contrainte. Moi, je crois, au début, j'étais contre les labellisations parce que je me disais c'était on se mobilisait finalement pour l'outil et le label. Je crois que s'il n'y a pas un cadre un peu restrictif, finalement, on trouve toujours toutes les excuses pour ne pas le faire. Donc il faut un cadre engageant et le bonus et les moyens financiers pour aller. Mais à court terme, il faut une politique d'isolation des bâtiments hospitaliers. Ça, c'est juste la survie de l'hôpital et du fonctionnement de l'hôpital dans les 5 années et 10 prochaines années. Ça a été le sujet d'une table ronde hier dans cette salle, la question de la loi et de son application, et des impacts dans les usages en matière de santé. Emmanuel ? Moi, je voulais réagir et je souscris. Moi, je suis à fond pour la contrainte parce qu'on est français et si on n'est pas contraint, on ne le fait pas. Donc, on voit bien, on le voit, on ne fait pas que de la santé, mais dans le logement, dans le tertiaire, etc. On a cette obligation aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas faire sans. Alors, ça ne se traduit pas, il n'y a pas que la santé qui n'a pas, comment dire, en termes d'accompagnement financier. Aujourd'hui, les modèles et les business models pour avoir des bâtiments engagés et vertueux, ils ne sont pas du tout à la hauteur, mais pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait faire, quoi. Et moi, ça m'amène quand même une réflexion que j'ai souvent partagée, c'est qu'on ne peut pas non plus tout attendre de l'État. Et que peut-être, on parle d'innovation dans le digital, dans plein de domaines, mais il y a peut-être de l'innovation sur la gouvernance et sur les méthodes. Peut-être qu'il y a sur des sujets où il faut aller plus loin, où il faut donner le ton, quand je dis des priorités, dans les diagnostics que j'évoquais tout à l'heure, les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur, à l'échelle de l'hôpital, à partir du moment où il y a un plan directeur, c'est quand même facile. Il y a des modélisations qui existent aujourd'hui. Donc, c'est hyper facile de les révéler et d'en faire à minima. Je prends cet exemple-là, il y en a d'autres. Mais c'est quand même à minima une nécessité de les révéler et de les mettre en perspective dans un projet immobilier, qu'il soit de réhab ou de construction. C'est aussi un élément de refuge pour la population à partir du moment où il y a une augmentation du température. On a mesuré, et on l'a fait à l'échelle de l'Institut Pasteur à Paris, qui est un peu un pilote. Moi, j'ai poussé, j'ai même proposé, quand Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la ville de Paris, est venu visiter le projet, j'ai dit, mais pourquoi on n'aurait pas un PLU santé globale, en fait? Parce que, oui, il y a la transition environnementale à accompagner, mais après, il y a toutes les répercussions en termes d'usage sur l'ensemble des personnels, des accompagnants, etc. Donc, moi, je dirais, la contrainte, si on peut en avoir plus, je trouve que ça nous arrangerait, nous, ça nous faciliterait la tâche pour proposer des choses, en tout cas. De la proposition en termes d'innovation, en termes de méthode et de finances, parce qu'on a des partenaires aujourd'hui, nationaux et internationaux, qui sont dans des environnements de déchets, d'eau, etc., et qui ont envie d'accompagner les transitions des territoires. Ils le font bien auprès des régions, pourquoi ils ne le feraient pas auprès des hôpitaux, après tout. Et plutôt que de faire beaucoup, mais pas très bien, peut-être qu'il faut faire encore une fois moins mais mieux et plus efficace, quoi.
Merci Emmanuel. Je veux bien juste compléter sur la dimension. C'est quelque chose qui est en dehors du scope, le développement durable, ou qui a été pendant longtemps en dehors du scope. À l'EHESP, on forme les directeurs d'hôpital. Et effectivement, quand nous, on a commencé à amener le sujet à l'Institut du Management, qui est quand même le département, on va dire, majeur à l'école sur la formation gestionnaire hospitalier, je dois dire que même au départ, entre chercheurs et enseignants, le sujet n'était pas si évident que ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, à aller voir mes collègues RH, financiers, communication et autres, etc., et à leur dire ça serait super si on avait un module transversal sur la question des enjeux environnementaux, de la soutenabilité, etc., ils ont été à l'écoute, mais quand même surpris de ce qui... Donc je vous parle de quelque chose d'il y a déjà 4, 5, 6 ans, mais quand même un peu surpris de ce dont on leur parlait. Et clairement, ça venait en plus. Ce n'était pas quelque chose qui était à intégrer à la stratégie d'un établissement. Depuis est passée par là une crise sanitaire, pas mal de canicules, une guerre en Europe, qui a notamment eu des conséquences sur les prix de l'énergie, comme on l'a vu. Et nous, donc, on avait réussi à lancer ce module à l'EHESP qui s'appelait Changement climatique, transition et santé, qui a été pour l'intégralité de la formation initiale. Et quand on m'a demandé qui souhaitez-vous former sur ces enjeux environnementaux et de soutenabilité, à l'époque, c'était Laurent Chambaud, le directeur, j'ai dit tout le monde. Et on ne va pas former 3 ingénieurs hospitaliers sur la question, qui de toute façon s'intéressent déjà au sujet. J'ai dit il faut que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer. Donc depuis 2009, c'est dans la formation. Je ne dis pas que c'est encore dans les objectifs, mais en tout cas, voilà, ça monte doucement comme ça. Mais c'est vrai que même nous, j'ai envie de dire, dans la façon dont est structurée la recherche et l'enseignement, c'était tellement segmenté que c'était même en dehors du radar académique, quoi, hein, pendant longtemps. Et nos collègues de santé-environnement, épidémiaux, faisaient de la super santé-environnement épidémiaux, mais pas nécessairement de la soutenabilité hospitalière. Patrick ? Alors juste, non, mais pour dévier un tout petit peu, mais dans le même sens, pareil, au niveau des soignants, quand il y a quelques années, j'ai commencé, alors, je gère sur un petit segment, hein, c'est la gestion des déchets au bloc opératoire, comment on fait le tri au bloc et tout ça. C'était est-ce que tu crois que c'est le problème, qu'est-ce que tu viens nous faire avec tes histoires, mes collègues, et le personnel s'est emparé. C'est un sujet qui a été pris en main par les soignants, et en fait ça donne du sens dans les projets hospitaliers de prendre en considération ces sujets-là. Et c'est un moyen, aujourd'hui en sortant de crise, on a une grosse difficulté d'attractivité RH, et je trouve que c'est aussi un moyen de donner du sens à nos équipes, de les attirer, voilà. Et donc pour moi c'est aussi une opportunité en termes purement managérial et gestion d'équipe, de prendre à bras le corps ces questions-là, en dehors juste du côté immobilier. Donc c'était... En tout cas, on voit l'évolution des mentalités. C'est un sujet de préoccupation presque consubstantiel de nos collègues les plus jeunes. Par rapport même ta génération ou la mienne, bien sûr plus âgée, ça ne l'est pas. Ça l'est parmi les plus jeunes, c'est très clair. Une question courte ? Une question, oui, très courte. Enfin, peut-être une réflexion aussi, en fait. Moi, je m'interroge. Donc, Caroline Paul, groupe 6, architecte, plateforme Hôpital du Futur. J'avais interviewé plusieurs d'entre vous ici, donc c'est intéressant aussi de compléter ce retour d'expérience et de les mettre en perspective. On se pose, nous, la question, donc en tant que maîtrise d'œuvre, en fait, on estime en fait qu'on a les possibilités de répondre à tous ces questionnements-là. En fait, on les a techniquement. Ça remet à plat beaucoup de choses, mais on sait répondre en fait tous collectivement sur ces questions-là. La question, évidemment, c'est évidemment la volonté de porter ces thématiques-là, et en même temps, si on se pose la question en termes de risque, en fait, aujourd'hui, est-ce que le risque n'est pas évident que ne pas porter ces questions-là va un moment nous emmener tous dans des problèmes. On travaille, nous, en tant qu'architectes, sur un temps très long, en fait. Les programmes qu'on voit arriver aujourd'hui ont été modifiés un peu à la marge, il est vrai. Il y a des choses qui arrivent, et évidemment, c'est intéressant.
mais c'est peut-être effectivement très émergent. Or, on sait bien que le temps d'un projet, en fait, c'est long. Et il faut vraiment pouvoir aujourd'hui avoir des démarches très ambitieuses pour pouvoir infléchir ces choses-là. Parce que le risque est énorme de voir arriver des projets qui sortiront dans 7-8 ans, qui auront peu tenu compte de ce qu'on se dit aujourd'hui et sur lequel on est vraiment, finalement, on connaît les réponses dès aujourd'hui, en fait. Donc, vous parliez de gouvernance, Monsieur Vivienne, sur ces questions-là. Évidemment, la question, elle est peut-être là aujourd'hui, de trouver des manières de créer des partenariats plus ouverts, intégrant et intégrant ces questions-là, je dirais, aussi de l'adaptation, de la question de l'usager, etc. Tout ça converge en fait vers une exploration, probablement une expérimentation, et c'est nécessaire. Voilà. Très juste comme remarque, dans la réunion de calage, il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelle Simon Davis, qui fait partie de l'équipe d'Emmanuel Godmer, et il avait dit « Moi, je ne comprends pas que nos cibles d'échéance, ce ne soient pas les enjeux 2050. » OK. Sauf que, qui aujourd'hui... Alors nous, par exemple, en médecine, nous savons que c'est inutile d'avoir des enjeux 2050. C'est une illusion. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez qu'actuellement, on peut modifier les valves cardiaques, mitrales ou aortiques, grâce à des petits tuyaux, des cathéters qu'on enfile par l'artère fémorale. Mais il peut y avoir des conséquences, ça peut mal se passer, c'était très lourd, on peut embrayer sur une chirurgie cardiaque immédiate, etc. Donc, hospitalisation, plusieurs jours et bilan, etc. Donc, prévoir des locaux d'hospitalisation pour cette nouvelle technique dans les projets des services de cardiologie. Sauf que, avant même qu'on ait réalisé mais on les a mis en chantier là, les cardiologues évoluent, avancent. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent, ah ben nous, on les fait en ambulatoire. Ah bon? Ah oui, ils arrivent le matin et ils partent le soir. Et puis, on le fait aussi, désormais, chez les gens de 85 ans. Donc, en médecine, on sait que ce n'est pas possible. Avez-vous, en matière de prescription climatique, des certitudes? Oui, manifestement de plus en plus. Et puis, a-t-on, en matière d'architecture, des datas suffisamment solides pour dire c'est exactement comme ça qu'il faut construire pour 2050. Les IGH que l'on est en train d'essayer de détruire et que l'on critique, ils ont été construits dans les années 70 en plénitude et légitimité. Donc, soyons modestes et réfléchissons. Voilà, il faut rassembler des cahiers des charges, je dirais, plausibles, bien évidemment. J'avais une question. Bonjour, Geneviève Delacour, journaliste à l'APM. Donc, vous évoquez l'objectif 2050. Là, moi, je pense à l'été prochain. Est-ce que la feuille de route sur la planification écologique en santé évoque l'adaptation? Est-ce que ça a été évoqué dans la feuille de route? Et est-ce que le gouvernement a pris conscience de... Vous parliez d'eau, de vagues de chaleur, de pénurie d'eau, de vagues de chaleur pour l'été prochain. Est-ce que ça, ils ont conscience qu'il peut potentiellement y avoir des fermetures d'établissements de santé et que des populations ne vont pas être prises en charge cet été? Alors, je vais laisser répondre, bien sûr, ceux qui ont participé, Patrick, Camille, etc. J'ai été interviewé, donc j'ai été prudent, je m'étais entouré de Camille, etc. Par là, c'était la Cour des comptes ou la Cour des comptes, qui accompagne le mouvement du gouvernement, qui a la prise de conscience, elle est réelle, elle est nette. N'oubliez pas quand même que depuis plusieurs années, chaque mois de juillet, ou juin maintenant, les préfets et les directeurs généraux d'ARS réunissent autour d'eux un parterre d'experts dans chacune des 14 régions françaises pour préparer les solutions de lutte contre l'augmentation de chaleur dans notamment les établissements de santé. Donc ça, c'est plus qu'une prise de conscience, c'est déjà, entre guillemets, une routine. Ce qui change la donne, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a eu des défaillances structurelles. Donc comment les régler? Et deuxièmement, que l'augmentation de chaleur prédite est plus élevée qu'on ne le pensait. Donc la prise de conscience est réelle. Maintenant, je vais laisser parler les experts sur ce sujet. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, quand il se met à faire chaud dans les hôpitaux,
on sort les ventilateurs des placards, on met des bacs d'eau froide, on fait des choses extrêmement triviales, pas du tout adaptées, c'est tout à fait... Et je suis allé pour l'expertise du projet d'établissement d'un très grand CHU du sud de la France, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'été dernier. On est arrivé sur les fenêtres des chambres et les couloirs de transition. Il y avait les couvertures du SAMU, vous savez, de lutte contre le refroidissement, qui étaient juste inversées pour empêcher les rayons du soleil de pénétrer. Donc on se serait cru en Afrique. Bon, voilà. Maintenant, je vais laisser parler ceux qui accompagnent le mouvement de ce plan. J'ai juste une toute petite autre question par rapport à ça. Vous parlez de maintenance des bâtiments, en fait, à travers votre témoignage. On parle maintenance, mais on parle aussi de ressources humaines, de trouver les ingénieurs et les techniciens qui vont pouvoir maintenir ces bâtiments. Oui, eh ben ça, c'est Camille qui va y répondre. C'est le plan des techniciens, et puis peut-être vous, si vous voulez. Bien évidemment, il y a quand même comment dirais-je, un financement d'environ 100, 120. Je verrai bien. Non, combien ? 150. Ah non, je pense en millions. Oui. Alors, je laisserai après, mais je vais reprendre très brièvement. Oui, aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a des vagues de chaleur qui vont être de plus en plus impactantes. Et c'est pour ça qu'il y a des enquêtes de la Cour des comptes. Quant aux conclusions, le constat est que on met des clims mobiles. Aujourd'hui, le secteur et sanitaire et médico-social n'est pas équipé, n'est pas prévu, n'est pas conçu pour résister aux vagues de chaleur. C'est des couvertures de survie, c'est inversé, c'est on enlève la vitre, on met au mieux un plexi, au pire un truc en bois à la place de la fenêtre avec un trou à l'intérieur. Et quand c'est l'hiver et qu'on n'a pas eu le temps de reposer la fenêtre, on le bouche avec un champ stérile et du scotch orange. Mais c'est la réalité des établissements aujourd'hui. Et c'est un principe de réalité qu'il va falloir prendre en considération très très vite. Donc qu'est-ce qu'on va faire cet été ? On va remettre des clims mobiles. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Ça c'était sur le premier point. Et sur le deuxième point qui rejoint le point de la pauvreté des cahiers des charges en termes d'ambition environnementale, c'est la faiblesse de la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, quand on doit réduire, c'est comme pour le projet d'investissement, quand on doit réduire son titre 1, les ressources humaines, on ne va pas enlever des soignants, on ne va pas enlever des médecins, on enlève de la technique. On enlève les fonctions support, on externalise. Sauf qu'en fait, c'est juste se priver de la maîtrise et de la réactivité qu'on a dans nos structures. Donc aujourd'hui, l'autre sujet, qui est un autre sujet de financement, mais de rien, c'est de réinternaliser la maîtrise d'ouvrage, de remettre des compétences, de remettre du savoir-faire, de remettre de la maintenance. Et la maintenance, c'est pas juste je viens faire ma maintenance curative, etc. C'est de l'anticiper, c'est de faire de la préventive. J'ai d'autres casquettes de responsable technique et travaux dans des CH ou des CHU. Tellement peu d'effectifs qu'en fait, c'est que du curatif. Il n'y a pas de prise en considération de ces sujets-là. Et je pense que c'est effectivement un autre sujet de financement et d'intégration. Et effectivement, aujourd'hui, il y a 150 postes qui sont financés par la DGOS et par la CNSA pour accompagner les établissements dans leur transition. Mais c'est un amorçage. Et quand on voit tout ce qu'ils font dans les établissements, il y aurait besoin en fait qu'il y ait ce type de poste dans toutes les structures. Quand je vois le travail qu'ils font au quotidien, et ce n'est pas l'objet de cette table ronde, mais ce qu'ils ont apporté aux établissements, c'est quelque chose qui est incommensurable vis-à-vis du besoin et des attentes. Et un sentiment d'être tout petit face à l'immensité de la tâche. Et je ne parle même pas des établissements auxquels on est obligé de dire, mais en fait,
on ne peut pas vous suivre parce qu'il n'y a pas de temps humain et qu'ils ont déjà une centaine d'établissements dans leur périmètre. On ne peut pas rajouter un établissement parce que sinon, ça ne sera pas du travail de qualité. Donc aujourd'hui, il y a un deuxième enjeu qui est la pérennisation de ces postes et l'extension du dispositif. Oui. Ouais. Juste, enfin, et la compétence des gens, parce que Ouais. sur les 150 postes, vous en êtes à 92, non? Oui, c'est ça. On a dépassé les 100. Ouais, alors, bon, c'est le recrutement, oui. Je ne suis pas actualisé, mais non, Ouais, non, je ouais. veux dire aussi, c'est-à-dire que c'est aussi des métiers du futur, c'est-à-dire qu'il Ouais. y a des gens, c'est de nouvelles compétences, des métiers à créer pour accompagner la transition Et à attirer. énergétique, mais enfin globalement écologique de nos structures. Donc c'est. Laurie, puis Raphaël dans l'ordre. Oui, d'ailleurs, dans le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, que vous connaissez peut-être, il y a plusieurs secteurs, dont la santé. Il y a un secteur emploi. Et assez rapidement, on se rend compte que la transition écologique, c'est amener des chauffeurs de bus scolaires à devenir CTES. Hein, comment on fait ça voilà. Donc aujourd'hui, on a des enjeux de compétences. Et le fait que les postes, 2 ans après le lancement, soient pas tous pourvus, seulement les 2/3, c'est quand même quelque chose qui est assez... qui témoigne d'un peu de ce déficit. On a eu la même chose pour la rénovation des bâtiments, qui a pris du retard aussi parce qu'on manquait de personnel pour ça. Donc voilà, sur la prise de conscience, moi j'aime bien toujours me référer aux propos du regretté professeur Laurent Mermet en gestion sociale dans l'environnement qui disait il y a 2019 déjà, n'imaginez pas une seconde qu'ils n'ont pas compris. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. C'est un point de vue d'un professeur, mais qui disait évidemment que les institutions de tutelle ont compris qu'il y avait un problème, évidemment que les gouvernements ont compris qu'il y avait un problème. D'ailleurs, un même ancien chef de gouvernement a été capable de dire l'écologie, ça commence à bien faire, et en son temps de lancer le Grenelle, et en son temps de limiter le réchauffement à 2 degrés, etc., etc. Donc ils ont compris, et depuis longtemps. Mais en fait, il y a des arbitrages difficiles du quotidien, et je reviens sur les enjeux de temporalité. On est hyper pris, mais même pas juste parce qu'on est français, je pense. Nous tous, même au niveau européen, on est hyper pris entre ce qu'on aimerait faire tout de suite maintenant, ou les obligations qu'on a immédiatement, et même les obligations réglementaires, parce que même la réglementation est un peu schizophrène, parfois on pourra y revenir, et ce qu'on souhaiterait faire pour dans 10, 20, 30, 40 ans. Donc pour la question de l'adaptation dans la feuille de route, moi, je n'étais pas à la manœuvre sur la rédaction de la feuille de route, donc je vais re-regarder dans le détail si c'est pris en compte. Mais en tant qu'expert, et Patrick pourra le confirmer, c'est des enjeux qu'on espère solidaires avec l'atténuation, comme je le disais tout à l'heure. Sinon, ça fera pas sens de la logique de ce secteur-là en particulier, qui peut être particulièrement porteur en plus pour la transition. Juste pour un mot, je peux compléter pour... Il faut toujours être optimiste, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un plan gouvernemental sur ce sujet de planification de notre système de santé. Donc voilà, donc la conscience y est, et donc il faut être optimiste, se dire qu'en effet c'est enclenché. Donc oui, et puis le rôle des 5 experts qui ont été nommés, c'est justement d'appuyer sur l'urgence, sur les points. Donc ça sera notre job de bien leur... dire l'urgence sur certains secteurs et d'accélérer. Oui, alors si je paraphrase le président de la République, les plans c'est bien, l'action c'est mieux. Pour réagir à ce que vous disiez sur la gouvernance et le cahier des charges, je reviens toujours au même sujet. Certes, il y a évidemment une question de disponibilité des compétences techniques pour pouvoir bien penser les choses et bien les traduire dans des cahiers des charges, et puis de dialoguer ensuite avec les entreprises tout au long de l'élaboration du projet. Ça, c'est une évidence. Mais quand on arrive à rédiger un cahier des charges et qu'on met des choses intéressantes dans ces cahiers des charges, souvent, parfois, on se retrouve quand même devant un principe de réalité économique et de dire que être ambitieux en termes, on peut se dire oui, mais dans 10 ans, dans 5 ans, le cycle complet, ça va être vertueux, tout ça. Mine de rien, les hôpitaux, ils sont financés à l'année avec un budget annuel et une évaluation annuelle de leurs finances. Et quand ils vont voir leur banquier, le banquier, il est moyennement réceptif à ça. Il regarde le taux d'endettement, il regarde des indicateurs habituels des banquiers. Donc tout ça pour dire... Le sujet de la transition écologique, transition énergétique reste encore la variable d'ajustement dans des cahiers des charges, quand bien même ils sont bien conçus. Moi j'ai été attentif, il y a eu aussi un autre événement lundi, il y a eu la publication du
du rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz sur l'impact économique de l'action pour le climat. Il parle de 70 milliards annuels supplémentaires à l'échéance 2030, 2% du PIB. Il n'y a pas de déclinaison parce que ce n'est pas leur grille de lecture spécifique au secteur de la santé. Mais je pense qu'en repartant de ces travaux, de ceux du Shift Project, etc., il est urgent d'évaluer le coût de la transition écologique du secteur de santé et de réellement le planifier. Et sans ça, ça va peser sur les acteurs. Et puis à un moment donné, on ne peut pas demander au système de santé et d'être à la hauteur de ses missions de soins, ce qui est attendu du financement par l'assurance maladie, et en même temps de préparer l'avenir et de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Donc je pense qu'il faut mener ce travail. Et certes, il faut passer à l'action. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à le faire et il y a des compétences qui sont disponibles. Mais il y a des conditions à l'action et encore faut-il qu'elles soient remplies. Juste, moi, j'ai deux réactions. Vous parliez tout à l'heure de gouvernance. Je pense que... Patrick me soufflait, il y a de nouveaux métiers, c'est-à-dire qu'il y a des techniciens et on parlait de professionnalisme tout à l'heure dans son silo, donc il y a besoin de professionnalisme sur des environnements très spécifiques, mais il y a aussi, à mon avis, de nouveaux métiers, parce que si on parle, et le positionnement de Raphaël au CHU de Bordeaux est intéressant de ce point de vue-là, parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs, dans d'autres CHU, mais il me semble ça commence. Mais c'est vrai que c'était rare jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup. Mais on le retrouve aussi sur une approche sur le numérique. On en parlait tout à l'heure. Il y a des spécialistes par rapport à ça, qui sont des DSI, mais qui font de la technique, qui font de l'informatique. Or, ce sujet-là, il est stratégique. Si on veut que ce soit une aide à la transformation, il faut qu'il y ait des gens qui soient auprès d'un directeur général qui ait une direction générale du numérique, de la transformation digitale, mais au service de... Bon, ça, je ferme la parenthèse, c'est moi mon domaine, mais c'est évident je trouve que c'est assez évident. Par rapport au coût, aujourd'hui, on pourrait déjà faire... Enfin, les premiers arbitrages qu'on a, je donne cet exemple, mais encore une fois, il y en a d'autres, c'est les parkings. C'est moins cher de mettre du bitume bien noir sur tous les parkings et de les tartiner plutôt que de faire des parkings avec une notion de biophilie, de révéler la nature, etc. Oui, n'empêche que c'est toujours la première chose. Ça coûte moins cher de faire ça. Donc peut-être il y a aussi des obligations, entre guillemets, dans les cahiers des charges où on arrête demain, dans un appel d'offres, on arrête de tartiner les parkings. Ça, c'est du concret par rapport à ce que vous disiez. Le plus économique pour les directeurs d'hôpitaux, c'est de ne pas faire au parking. Je dois reconnaître que c'est une souffrance pour nos directeurs d'hôpitaux que la question des parkings. D'où qu'on les interroge, c'est une véritable souffrance. Une question, oui. Ah, pardon. Bonjour à tous, merci beaucoup. On voulait poser une question, donc on est tous les deux, moi Olivier Gombert et Elliot Krauss, élève directeur d'hôpital à l'EHESP. Merci beaucoup pour la conférence, merci aussi, je dirais un petit peu plus sur la fin d'être venu aussi sur certains faits, certaines notions concrètes comme l'exemple du parking, parce que je trouve que c'est un peu ce dont on manque quand même encore aujourd'hui, surtout aussi pour des jeunes élèves directeurs comme nous pour se projeter. C'est d'ailleurs une des qualités du Shift Project, de souvent, et dans le plan d'action sur le système de santé, ça cadre vraiment bien. Il y a certaines actions très concrètes qui nous sont montrées. C'est brutal, entre guillemets, l'ampleur de l'action à mener, mais au moins c'est concret. Moi, j'ai quand même des interrogations sur, dans certains exemples concrets, qu'est-ce qui a pu être manqué et comment faire mieux demain, par exemple. Même si je comprends que voilà, c'est dur parfois de citer certains exemples, mais pour se projeter, on en a besoin. À l'EHESP aujourd'hui, il y a 2 bâtiments qui sont un peu laissés à l'abandon, qui sont en état dégradé. Nous, on loge au bâtiment Villermé, qui est indéchauffable, où on dort parfois la fenêtre ouverte, et on nous a dit qu'il allait sûrement être démonté un jour. Mais c'est absolument pas un jugement de ma part de dire ça, bien au contraire, c'est de la pure humilité. Moi, ma question aujourd'hui, c'est
qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment pour ne pas en arriver là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'en aurais les capacités de faire mieux. Donc voilà, peut-être des exemples plus concrets aussi d'établissements qui ont bien agi et d'autres qui ont fait des erreurs à ne pas reproduire pour comprendre cette situation. Alors, que fait le HESP alors ? Et en plus, on a le label développement durable et responsabilité sociale à l'école. Donc, je ne suis pas porte-parole d'Isabelle Richard, notre directrice, mais sachez que Villermé va être rénové incessamment sous peu. Il y avait, oui, je vois qu'on applaudit. Il y avait je pense un souci de contrat de bail, quelque chose de ce genre-là. Et oui, ça fait quelques années que les élèves nous donnent cet exemple. Donc, mais remarquez, on a quand même des moutons pour tendre la pelouse, on a quand même des espaces non-fumeurs un peu partout puisque c'est un campus sans tabac. Donc voilà. Et aussi, ce qui a beaucoup compté pour la labellisation, je me permets de le souligner parce que c'est pas forcément quelque chose qui est toujours transparent, c'est le contenu en fait de l'activité de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle vous vous trouvez. Donc il se trouve que comme on fait beaucoup de santé-environnement quand même à l'école, notamment via nos départements, ça compte aussi. Donc ça peut peut-être également intéresser les établissements qui pourraient aussi se lancer dans ce type de recherche clinique, par exemple. Enfin, voilà. Donc ça, c'était pour le HESP. Pour les exemples concrets, je laisse peut-être les hospitaliers ou les techniciens du sujet répondre. Alors, du coup, je ne sais pas si en 1 minute, je peux vous faire un cours sur la conception bioclimatique d'un établissement de soins. Après, moi, je serais ravie du coup de pouvoir le faire à des directeurs hospitaliers. Mais sachez que je rejoins ce que disait Gropsis tout à l'heure. Techniquement, il n'y a aucun sujet. Il n'y a aucun sujet. C'est quelque chose qu'on sait faire, que les architectes savent concevoir, que les maîtres d'œuvre, que sur la partie gros œuvre, etc., peuvent concevoir. Il y a encore quelques normes contradictoires, effectivement, mais c'est aussi en faisant des projets un peu précurseurs et en mettant le doigt sur, effectivement, les quelques aspects contradictoires à lever, notamment sur la partie matériaux biosourcés et autres. Mais en fait, tout est possible. Et aujourd'hui, sur des sujets, moi j'ai en tête pour donner quelques exemples, je sais que j'en ai un au CHU de Rennes, il y a un bâtiment qui est en train d'être construit sur la RE 2020, parce que c'est un bâtiment qui est tertiaire. Un autre exemple, demain, vous avez du médico-social, en gros, c'est du logement et du tertiaire. Il n'y a pas d'activité de process. Voilà. Il peut appliquer la RE 2020 si il y a des cibles, etc. Il peut tendre vers ces éléments-là. Donc, en fait, il y a des choses qui existent déjà. Et ça peut être le fait de regarder comment vous allez vous positionner votre bâtiment pour avoir des apports de lumière naturelle. Voilà, c'est tous ces éléments-là, en fait, qui existent. Et je rajouterai du coup un deuxième élément, du coup, que je dis au directeur. Faites confiance à vos techniciens, faites confiance à vos ingénieurs. Alors déjà, recrutez-les, et puis c'est même malgré la transversalité des compétences que vous avez à l'EHESP et l'ouverture que vous avez sur tous ces domaines-là. Et d'ailleurs, je remercie du coup Laurie en particulier et toute l'équipe qu'il y a derrière pour que ça soit le Chance ou la HRSP maintenant. Enfin, c'est des choses qui font vraiment... je pense qu'il y a 5 ans, et on n'aurait pas eu un élève directeur qui nous pose cette question. Donc, j'en suis ravie. Mais du coup, vous avez effectivement... vous pouvez avoir, en tout cas dans vos équipes, des personnes compétentes qui pourront répondre à toutes vos questions sur votre volonté de faire un projet de rénovation ou de conception architecturale éco-responsable. Deux choses... Du coup, il faut peut-être encore enrichir l'offre de formation et le programme de formation en la matière, vu qu'il y a une demande, a priori, des élèves directeurs. Et peut-être la chose concrète, mais qui reste encore très généraliste, et je pense que c'est une erreur qui est aussi liée à la situation financière héritée des dernières années, mais à ne pas commettre, c'est comment, je le disais au début, et on a été plusieurs à le dire, comment on renforce l'objectif de maintenance
au sein des hôpitaux. Et ça, c'est aussi en partie des choix de la gouvernance de mobiliser et des ressources humaines et des ressources financières sur la maintenance plutôt qu'être tous aspirés, et on sait pourquoi on se retrouve dans ces situations, sur uniquement des projets de construction neuve qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes. Sinon, on va se retrouver par cycle de 10 ans ou de 20 ans exactement dans la même situation. Donc ça, c'est des choix courageux qu'il faut être en capacité de faire dans les établissements. Et du coup, juste pour ajouter que l'offre de formation de l'EHESP va bien évoluer, normalement bientôt. Alors, ça sera toujours la formation continue, par contre, mais vers un diplôme d'établissement sur la transition écologique en santé. Donc, voilà. On a déjà débordé, donc voilà, désolé pour les questions supplémentaires. Merci à tous. On pourrait résumer peut-être la conclusion en tout est techniquement possible. Et donc, il faut le vouloir et il faut le financer. Merci à tous.